Et bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre faire suivre, un petit peu particulier puisque je crois que c'est la première fois que je retraite une deuxième fois un sujet. Et j'avais envie de retraiter ce sujet aujourd'hui pour la simple et bonne raison que, en fait, en tant que psychologue, j'ai eu beaucoup à retravailler ça avec d'autres patients encore ces derniers temps. La question de la procrastination, la question de la difficulté à se mettre au travail et la difficulté à gérer en fait des obligations qui ne nous sont pas posées par, on va dire, un supérieur hiérarchique ou quelque chose comme ça. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle de tout ça. Donc je voulais retravailler ce sujet et vous partager un petit peu ça parce que entre-temps j'ai appris des nouvelles choses, entre-temps j'ai pu travailler encore plus parce que c'est de plus en plus présent dans la clinique actuellement ce genre de demande et donc j'ai pu aussi voir qu'est-ce qui véritablement faisait effet, qu'est-ce qui véritablement fonctionnait avec les patients et du coup je trouvais ça cool de pouvoir vous partager le fruit de mon expérience clinique empirique et sur quoi je m'appuie et quels sont les effets que ça a. Je dirais plutôt dans quel cas ça réussit vraiment quoi. Donc si jamais tu apprends quelque chose durant cette vidéo, eh bien n'hésite pas à poser un pouce, ça remercie le travail qui a été fourni. Tu peux aussi bien sûr t'abonner à ce compte-là et laisser un petit commentaire. C'est parti! Donc comme je l'ai dit, c'est une clinique que je retrouve assez fréquemment aujourd'hui au cabinet. C'est quelque chose que je vais retrouver surtout chez trois types de populations. Ça va être les étudiants, ou en tout cas les jeunes qui ne sont pas encore rentrés dans la vie active, soit qu'ils soient étudiants, soit qu'ils ne le soient pas. Les chômeurs, les personnes sans activité, et ou qui traversent une période où ils sont moins actifs, et les entrepreneurs. Le point commun un petit peu de ces trois populations, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de temps pour eux, beaucoup de temps à gérer, et que du coup, ils ne sont pas tenus à des choses qui les obligeraient, entre guillemets, à travailler. Hein, que ce soit un étudiant, bon, il va avoir ses quelques heures de cours par jour ou par semaine, et le reste du temps, il faut qu'il gère vraiment entièrement son planning, et donc sa motivation. Chez les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, ou qui sont au RSA, qui vont avoir justement une assez longue période dans laquelle, eh bien, en fait, le temps est déstructuré, c'est important, je fais exprès de répéter ce terme-là parce que ça a son importance. Et les entrepreneurs, bien évidemment, parce que en fait, d'être leur seul patron, d'être drivé un petit peu par ce qui les passionne, c'est-à-dire monter une entreprise ou monter un nouveau projet ou des choses comme ça, eh bien en fait, ce sont des personnes qui vont aussi beaucoup fonctionner à la motivation et qui vont avoir un temps qui est complètement déstructuré puisqu'ils n'ont pas à les pointer à 8h ou à 9h du matin. Donc la difficulté pour ces trois types de populations, ce qu'on a pu repérer avec eux, parce que vous allez voir que quand on travaille sur la procrastination, il y a des choses qui sont très comportementales à mettre en place pour avoir un changement rapide et efficace. Et après, ça n'empêche pas qu'il faut aller travailler quand même les raisons profondes de chacun, les raisons de la non-motivation, les difficultés, les peurs sous-jacentes assez souvent, ou alors justement là où il y a une méprise par rapport à ce qui est véritablement important dans le fonctionnement de quelqu'un et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc il y aura bien évidemment toujours une part psychologique, mais je trouve que c'est bien de pouvoir tout de suite mettre un pied dans quelque chose d'assez directif pour le coup, même si ça me ressemble pas, c'est pas forcément quelque chose que je vais faire souvent dans ma pratique. Dans ces cas-là, je trouve que c'est très pertinent. Donc la problématique principale, comme je l'ai dit, à mes yeux, avec l'expérience que j'en ai aujourd'hui et mes lectures, c'est que c'est une conséquence de la déstructuration du temps et de la déstructuration, on va dire, un petit peu sociale. C'est-à-dire que quand on va travailler, on est pris dans un rythme social. On est pris dans quelque chose où, en fait, on se lève le matin, même si on est fatigué, même si on n'en peut plus, et c'est pas grave, je me lève, je fais. Une fois qu'on arrive au travail, j'ai pas le choix, je me mets au boulot. Et la difficulté, quand on est un petit peu trop chez soi, quand on est un petit peu trop à devoir faire avec soi comme son propre patron, je vais y arriver, ou entre guillemets, celui qui doit se mettre des coups de pied aux fesses, celui ou celle,
on a vraiment d'autres types de difficultés. Et donc, la première chose qu'on va essayer de mettre en place avec nos patients, c'est de retrouver une structure dans les journées. Ce que je leur explique et ce que je leur fais mettre en place, c'est que quoi qu'il arrive, tout ce qu'on va mettre en place, on va ne le faire que du lundi au vendredi. Parce que le week-end, ils auront le loisir de pouvoir se foutre la paix et de considérer comme tout un chacun qu'en fait, il y a vraiment des moments où on doit faire coupure. Donc, on va beaucoup structurer la semaine, notamment par le sommeil, par les repas et par l'activité physique. Que ce soit aller marcher, que ce soit aller courir, que ce soit aller faire un autre sport ou peu importe. Mais parce qu'il y a beaucoup de sédentarité, bon, sauf chez les étudiants, hein, comme je le disais, chez les jeunes et les étudiants, normalement, il y a moins de sédentarité. Il y a moins de sédentarité, mais ça peut souvent être le cas aussi, surtout quand on a des problèmes de motivation. Donc, on va hyper structurer du lundi au vendredi, avec des réveils qui se font tous les jours à la même heure, des couchers qui se font tous les jours à la même heure, des heures des repas qui soient tout le temps la même chose, et qui soit bien évidemment équilibré, je l'ai déjà dit. Il y a des choses comme ça qui pourraient faire penser à quelque chose de pas psychologique, alors qu'en fait ça va forcément avoir un impact sur la psychologie. Le deuxième aspect important dans le fait de vraiment beaucoup structurer sa semaine, ça va être le fait de prendre conscience de quelque chose d'hyper important, c'est avec nos patients en tout cas, c'est vous ne pouvez pas tout faire. Aujourd'hui on vit dans une époque où en fait on a accès à beaucoup de choses. On peut avoir envie de faire beaucoup de choses, que ce soit des loisirs, des hobbies, du sport, des choses professionnelles, peu importe. Regarder des films ou quoi. Mais il faut prendre conscience que vu que le temps est fini, vu qu'on va le structurer, il faut aussi que ça nous montre à quel point on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire rentrer. Il y a des choses sur lesquelles on va devoir véritablement mettre une valeur très forte, et donc qu'on pourra y déroger, c'est le point d'après. Mais il y a des choses qui sont du côté du loisir, si vraiment vous voulez faire ça, si vous vraiment vous voulez rentrer dans ces nouveaux apprentissages ou quoi, samedi et dimanche, vous vous débrouillez, vous faites ça quand vous voulez, mais sur la semaine, vous voyez bien que temporellement, ça ne pourra pas rentrer, ça ne pourra pas marcher. Et ça, c'est aussi important de pouvoir le pointer de façon très précise avec nos patients. Parce qu'on est dans ce truc, on aimerait pouvoir tout faire, on a toujours des envies et des désirs, mais eh bien, il y a une limite, qu'elle soit corporelle, donc énergétique, qu'elle soit en termes de disponibilité psychique, qu'elle soit en termes de temps. Donc voilà. La deuxième chose que je vais mettre en place avec mes patients, c'est de cesser de croire qu'ils ont le choix. Je le redis, pour les populations dont j'ai parlé, qui viennent me consulter et que du coup c'est une vraie problématique. Encore une fois, un point commun, c'est qu'ils ont cette certitude qu'ils ont le choix. Le matin, est-ce que j'ai envie de faire ça? Déjà, est-ce que j'ai envie de me lever? Ah non, pas tout de suite. Est-ce que j'ai envie de faire ci? Ah non. Est-ce que j'ai envie de? Est-ce que j'ai envie de? Non. En fait, le truc, c'est que vous n'allez pas forcément avoir envie de faire votre comptabilité, d'envoyer un mail à l'URSSAF, de faire un courrier pour votre bourse étudiant ou je ne sais quoi. Donc, la première chose qu'il va falloir aussi prohiber, c'est le sentiment de choix, le sentiment de pouvoir avoir le choix. En fait, moi je leur dis, à partir du moment où vous vous levez du lundi au vendredi, il faut vous dire que vous n'avez pas le choix. Cette rigueur que vous allez que vous allez intégrer pour vous-même, elle est hyper importante, et surtout dans les premiers jours, parce qu'après, une fois que ça devient un petit peu une habitude, et donc avec le temps, quelque chose qui devient naturel, au départ, c'est vraiment un effort. Donc c'est vraiment sur les premiers jours qu'il faut être très strict avec soi-même pour respecter ça. Vous n'avez pas le choix, tout simplement. Vous devez vous lever et vous devez faire vos tâches. Autre élément qui peut paraître assez bizarre, mais croyez-moi, c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné aussi vraiment dans une écrasante majorité des cas, c'est différer le virtuel et faites d'abord du concret. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, en fait, tout simplement, pour l'être humain, tout ce qui va être désincarné, tout ce qui ne va pas mobiliser tout son corps, c'est plus facile. Donc, aller sur Internet, scroller sur son téléphone, regarder un truc ou quoi que ce soit, les espaces virtuels vont être désincarnés, donc moins coûteux en termes d'énergie.
et souvent aussi plus avec des aspects de motivation et de libération de dopamine et de nourrissage du circuit de la récompense un peu plus rapide et facile. Donc, si quand on se réveille, les premières choses qu'on met en place, eh ben, ça va être sa routine avec faire son administratif, faire ses contraintes, remplir un certain nombre de tâches, faire ses activités physiques pour pouvoir vraiment lancer la machine. Il y a 2 intérêts à ça, c'est que on mobilise le corps, oui, effectivement, mais en plus de ça, c'est que c'est le moment, en fait, c'est le moment où on a le plus d'énergie de la journée. C'est certainement le moment où on peut aussi mobiliser le plus facilement sa motivation. Et donc, mettre en route les contraintes, le physique, tout ce qui va demander vraiment de l'énergie et de la motivation, plus on le fait tôt dans la journée, et mieux ça marche. Parce qu'après, que ce soit l'énergie psychique, l'énergie physique et la motivation, ça va aller que en dégringolant durant la journée. Donc il faut vraiment mettre cette routine le plus tôt possible durant la journée. Et après, une fois qu'on a fait ces contraintes et que notre cerveau est plus prêt et disponible, si on n'a pas scrollé le matin, si on n'a pas regardé TikTok ou Insta ou je ne sais quoi, il y a plein d'études qui montrent qu'une fois qu'on est rentré là-dedans, et c'est pour ça qu'on dit aussi aux gamins qu'il ne faut surtout pas qu'ils aillent sur les réseaux sociaux avant d'aller à l'école, parce que en fait, de quelque chose qui est hyper stimulant, hyper gratifiant entre guillemets, ou en tout cas qui va nourrir par le cerveau par de la dopamine, après d'aller en classe, boum, il y a tout qui s'effondre. C'est plus lent, c'est moins ludique et tout, et donc c'est pour ça qu'on dit, et que beaucoup d'études montrent qu'il ne faut pas scroller avant d'aller en cours. C'est pareil pour les adultes. C'est pas parce que c'est des gosses et que eux, on leur dit de pas le faire que c'est pas pareil pour nous. Notre cerveau fonctionne de la même façon. Peut-être pas avec la même intensité, etc., mais ça a les mêmes impacts. Donc tout ce qui va être du côté du virtuel, on va essayer de le différer le plus possible dans la journée. Et tout ce qui va être justement regarder des films, des séries, allumer la télé, scroller sur les réseaux sociaux ou jouer à des petits jeux ou quoi que ce soit, c'est seulement une fois que les tâches de la journée ont été accomplies. Et seulement pourquoi? Parce que à partir du moment où vous allez commencer à rentrer dans du divertissement, ça va être très compliqué de retourner bosser. À partir du moment où vous mettez en route votre circuit de la récompense, ça va être très compliqué de l'arrêter pour passer sur de la contrainte. Donc tout ça, vous pouvez le faire, moi ça m'est égal, enfin je leur dis à mes patients, ça m'est égal que vous alliez sur TikTok, j'irai pas plus loin, ça m'est égal que vous alliez sur TikTok, mais vous le faites en fin de journée, vous le faites quand vous avez rempli toutes vos tâches. Vous le faites parce que c'est du divertissement et c'est de la récompense pour votre cerveau, donc vous ne le faites que lorsque vous avez terminé ce qui est important et obligatoire dans votre journée. On en arrive aux outils qui maintenant fonctionnent le mieux à mon sens, vraiment avec le recul progressif que je commence à avoir, et je le redis, je m'appuie aussi sur mes lectures, mais aussi sur ma clinique et sur les résultats empiriques que ça apporte. Matrice d'Eisenhower. Ce qu'il est important de faire, c'est, comme on a dit qu'on allait structurer la semaine, on va structurer les tâches, mais on va aussi les structurer avec une matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, c'est très facile, c'est un tableau à double entrée. D'un côté, vous mettez important, pas important, urgent, pas urgent. Et donc, vous allez avoir dans une case les tâches qui sont importantes et urgentes, les tâches qui sont pas importantes mais urgentes, les tâches qui sont urgentes mais pas importantes, etc. Vous m'avez compris. Et vous allez aussi savoir qu'est-ce qui est ni urgent ni important. Et donc, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, étant donné que notre temps est limité, notre motivation est limitée, notre capacité de travail est limitée, en fait, c'est important de savoir mettre le plus tôt possible ce qui est urgent et important. Ensuite, ce qui est urgent et pas forcément important. Ensuite, ce qui est important et pas forcément urgent. Punaise, j'y arrive pas. Et en fait, ce qui est ni important ni urgent, en fait, ça dégage. Pourquoi est-ce que c'est là? Pourquoi est-ce que c'est une obligation? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de se méprendre sur le fait de devoir faire ce truc-là? Donc, ça, c'est la première chose. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de mettre et de disposer un petit peu dans notre agenda de la semaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on va le faire? À quel niveau est-ce qu'on doit le mettre? Etc., etc. Et on en arrive à, selon moi, le
L'outil le plus important, le plus intéressant et le plus vraiment fiable et qui fait faire le plus de progrès à mes patients, c'est, attention, la to-do list. La to-do list, vous pouvez vous dire, ouais, il se fout de notre gueule, il n'y a rien de nouveau là-dedans et tout. Eh bien si, parce que en fait, la to-do list, elle ne fonctionne pas si vous mettez des trucs comme ça. Si votre to-do list, vous arrivez à la mettre telle qu'on l'a dit, dans une structuration du temps, et que vous arrivez à faire ça très tôt le matin, et que vous arrivez à mettre ça vraiment du lundi au vendredi, et que vous dites que vous n'avez pas le choix, etc., etc. Ça va mieux fonctionner. Mais surtout, le point le plus important, et vous pouvez me faire confiance là-dessus, c'est vraiment un truc qui, moi, personnellement, m'a un peu changé la vie aussi, c'est en face, vous mettez le temps que ça va vous prendre. Parce que si vous ne faites pas ça, votre to-do list, elle sert à rien. Elle est inefficace. Parce que quand vous allez arriver le matin et que vous allez vous dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais et tout, là aussi, vous allez fonctionner à ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, ça j'ai pas envie, et tous les trucs que vous avez pas envie de faire, ça va dégager. Donc forcément, ça va dégager, ou en tout cas vous allez le procrastiner quand même. Quand on marque le temps que l'on estime qu'une activité va mettre, je vais vous prendre un exemple, sur ma to-do list, il y avait tourner une vidéo. Tourner une vidéo, je sais que ça me prend entre une demi-heure et 3/4 d'heure à tout péter. Moi, le temps que je vais mettre, je vais toujours mettre une fourchette haute, donc je vais marquer sur ma to-do list 1 heure à côté de tourner une vidéo. Je vais marquer 1 heure. Donc ce qui fait que quand je sais que je dispose d'1 heure, eh bien je vais faire une activité que je pense pouvoir faire en 1 heure. Et pourquoi est-ce que ce truc-là est hyper important? C'est parce que qu'est-ce qui est à la base de tout sentiment et pensée de charge mentale, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Une tâche qui n'est pas terminée reste dans notre mémoire. Donc il faut que certaines tâches soient menées de A à Z. On ne peut pas toujours mener des choses de A à Z. Des fois, il y a certains projets qu'on est obligé d'attendre que les collègues aient fait ci ou aient avancé sur ça. Peu importe. Il y a plein de choses qu'on peut mener de A à Z. Et donc, quand vous allez faire cette to-do list et que vous allez marquer le temps que vous estimez dans une fourchette haute qu'il vous faut, c'est par exemple là j'ai 3/4 d'heure, et je regarde ma liste, et je prends un truc soit que je peux faire en 3/4 d'heure, soit qui me prendrait 2 fois 20 minutes ou des choses comme ça. Pour que à la fin, le travail soit terminé, ce soit barré de votre liste et ça vous enlève cet effet Zeigarnik qui crée de la charge mentale. Et donc on va avoir un sentiment d'apaisement sur le plan psychologique, ce qui fait que ça va renforcer aussi le contentement et la satisfaction qu'on va avoir d'avoir accompli une tâche. Et donc on tombe sur un cercle vertueux qui fait que si on arrive à faire ça à chaque fois dans notre structuration du temps, et à la fin de la semaine on a accompli beaucoup de choses et on a un sentiment vraiment très positif d'avoir accompli tout ça. Et donc c'est beaucoup plus simple de reproduire un fonctionnement qui nous a apporté de la satisfaction qu'un fonctionnement qui a rendu intact notre charge mentale, par exemple. Après, bon, je l'ai déjà dit dans cette vidéo-là, que j'ai fait, je sais plus, c'était il y a 1 an ou 2, les éléments que je vais aborder aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez les retrouver de façon un peu plus complexe dans cette vidéo. D'un point de vue plus terre-à-terre, quand il s'agit de bosser après, vous pouvez utiliser ce que j'appelle la méthode des 4 P. Quel est le plus petit pas pertinent pour accomplir quelque chose? Ah oui, donc du coup, ça sous-entend aussi que une grosse tâche, si vous voulez la faire avancer pour pas que ça paraisse être une montagne et donc quelque chose qui vous fait peur, et donc quelque chose que vous n'avez vraiment pas envie de travailler, eh bien, vous le segmentez en plusieurs petites étapes qui soient moins lourdes, qui paraissent moins difficiles pour s'y confronter, point numéro 1. Et donc après, demandez-vous toujours sur ce que j'ai à faire là, quel est le plus petit pas pertinent pour le faire avancer. Et ça permet aussi de pouvoir faire des étapes comme ça, de pouvoir cocher, de pouvoir barrer, et donc de pouvoir réduire sa charge mentale. Donc là aussi, ça va avoir un effet très positif. Si vous avez des petites choses, alors moi personnellement, je vais avoir des difficultés pour des trucs de merde. C'est-à-dire que même écrire l'adresse sur une enveloppe et mettre un timbre, même ça,
des fois, je peux avoir la flemme. Et pour des petits trucs comme ça, je vais même pas le mettre sur ma to-do list parce que je me dis ça prend 30 secondes ou quoi que ce soit. Quand vous avez des bêtises comme ça, je le redis, vous n'avez pas le choix, faites-le immédiatement. Je me le dis à moi-même, hein, on est d'accord, voilà. Quand j'arrive à me dire, arrête, tu vas encore passer des jours à te rappeler qu'il faut que tu le fasses, fais-le tout de suite. Je sors mon enveloppe, je trouve l'adresse, je la marque, je mets un timbre, et waouh, c'est bon. Au moins, tu vas pas te prendre la tête pendant 3 jours à te dire, ah oui, il faut que t'envoies tel truc à tel machin. Donc, si vous avez des petites choses comme ça, faites-le immédiatement. Parce que sinon, c'est pareil, vous allez reporter. Et après, il y a des choses extrêmement basiques que vous connaissez tous, comme les méthodes Pomodoro, qui sont des petites capsules de temps qui peuvent durer entre 15, 20, 30, 40, 45 minutes, sur lesquelles vous coupez absolument toute distraction, vous coupez les notifications sur votre téléphone, vous coupez les notifications sur votre ordinateur si vous en avez ou quoi que ce soit, pour faire des temps de travail hyper concentrés, hyper focus sur ces moments-là, et pour que après, une fois que ce temps est passé, qu'avec un peu de chance, vous avez bel et bien fini la tâche que vous étiez en train de faire, après vous allez vous faire couler un café, un thé, ce que vous voulez, aller courir ou quoi, mais quelque chose qui fait que après quand vous revenez, vous vous remettez de nouveau au travail, de nouveau sur un nouveau circuit de temps assez court, et surtout vous faites ça dans un espace où vous coupez toute distraction. De la même façon, moi c'est bête, hein, mais j'ai bien remarqué que quand j'ai du temps, des fois je me dis « Ah trop bien, je vais rentrer à la maison, comme ça je pourrais boire mon café sur la terrasse, et puis je serai avec le chat, et puis pour plein de raisons à la con, je peux me dire « Ah je vais aller faire ça et je vais aller bosser chez moi. » Il faut pas. Chez moi, j'ai la guitare, chez moi, j'ai ci, j'ai la batterie, j'ai plein de choses qui font qu'au final, je vais pas être efficace et je vais pas bosser. Donc finalement, aujourd'hui, moi personnellement, je sais qu'il faut que je travaille dans un espace où j'ai très peu de distractions, donc je reste au cabinet quand j'ai de l'administratif à faire, quand j'ai des factures à faire, quand j'ai des choses comme ça, parce que je sais que je vais être beaucoup plus efficace. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça, mais en tout cas, structurer les choses, faire une to-do list avec le temps, vous allez voir, c'est ultra efficace. Ça limite l'effet Zeigarnik, donc du coup, ça fait moins de charge mentale, donc du coup, ça fait plus de satisfaction, donc du coup, c'est des mécanismes et des mécaniques qui peuvent s'instaurer de plus en plus facilement. Donc voilà, instaurer tout ça. Je sais que ça change de ce que je dis d'habitude sur la chaîne, où on est sur quelque chose de beaucoup plus psychologique, psychodynamique, mais là, face à des choses aussi simples à faire changer, qui aident vraiment les patients très 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 vite, je travaille avec eux sur comment on peut mettre ça, et surtout l'aspect psychologique, il est toujours là bien évidemment, parce que une personne, c'est pas parce qu'on lui dit qu'il faut faire ci ou ça qu'elle va le faire, loin de là. Donc il va falloir travailler sur les aspects psychologiques de nos patients quand même, pour que quand ils passent la porte du cabinet, qu'ils aient envie et qu'ils se motivent et qu'ils passent le cap. Donc il y a quand même des choses très psychologiques à aller travailler pour que effectivement la personne se mette au travail, effectivement la personne se mette à utiliser les outils qu'on lui propose. Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire, je les lis toujours, je réponds pas souvent mais je les lis toujours, vous inquiétez pas. Et puis ça sert pas que à moi les commentaires, ça sert aussi pour les autres personnes qui vont jeter un coup d'œil et qui vont certainement avoir un intérêt dans ce que vous allez y apporter. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez la soutenir en vous procurant mon premier livre Sur le divan de mes patients, mon second livre La psychologie des méchants du cinéma, et mon troisième livre qui arrive le 2 avril aux éditions Larousse, 12 séances d'autothérapie. Et vous pouvez aussi m'aider sur la chaîne en allant sur Tipeee et en me soutenant comme les fabuleux mécènes qui me soutiennent depuis longtemps maintenant, et je vous en remercie encore très chaleureusement. Je crois que j'ai tout dit. Non, je sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo, mais 5 avril
Oui, je crois que c'est le 5 avril, je serai au Angers Geek Fest, et le mois d'après, je serai au Bordeaux Geek Fest pour une conférence sur la psychologie des méchants, donc n'hésitez pas, je vais vous mettre des liens en description. Et je vous dis à très bientôt, mais d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.